Ok, mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fahad Fichen, un jeune champion en judo. Donc aujourd'hui, le thème du nouveau podcast ou du premier podcast sera la voie du judo, l'art de la discipline et de la maîtrise. Donc bonjour Fahad. Bonjour. Donc la première des choses, déjà, nous avons vu un parcours qui est quand même honorable. On a vu que tu as été champion U18 au Steveston Judo Competition. Tu as été double médaille d'or au premier tournoi national, champion national des U18. Donc quand même un parcours qui est honorable quand même. Et tu es encore assez jeune. Ouais. Donc tu as 18 ans si je ne me 18. trompe pas. Et donc voilà, j'aimerais savoir qui est Fahad. Fad, c'est un étudiant athlète au collège Maisonneuve. C'est un judoka. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ok, un judoka. Donc, un judoka, dernièrement, tu as été pour la dernière compétition en Bosnie-Herzégovine, Oui, mais c'est au bien ça. Monténégro. Ouais. Bah, on aimerait savoir comment ça s'est passé. En Bosnie, en fait, c'était censé être un voyage avec 2 tournois, donc durer 2 semaines, mais j'étais, on va dire, coupé de court pendant le premier tournoi, donc durant la première semaine dans le premier tournoi, en quart de finale. Je me suis blessé, je me suis disloqué le coude. Et c'est ça, j'ai dû rentrer, au Canada en avance. Et c'est ça, être traité ici. Et ouais. Mais maintenant, j'ai vu le médecin, tout va bien, j'en ai pour quelques mois de réhabilitation. Et c'est ça. Donc, je te souhaite déjà un bon rétablissement. Et donc, aussi une question très importante pour un jeune champion de judo. Qu'est-ce que représente pour toi le judo? Depuis ta jeunesse, depuis que tu es jeune jusqu'à aujourd'hui, pendant toute ta carrière, le judo, ça représente quoi pour toi? Au niveau de l'importance et de beaucoup de Le choses. judo, ça a pris une très grosse part dans ma vie. C'est une de mes motivations vraiment au quotidien qui me pousse. Et tout ça, vraiment, le judo, sans le judo, je sais pas, il y aurait un vide, je sentirais un gros vide quand même. D'accord. D'accord, je vois. Et donc, ce qui t'a réellement attiré vers ce sport, c'était un membre de la famille, un de tes amis, ou bien c'était juste une conviction comme ça, tu l'as eu, tu t'es dit, ouais, j'aime ce sport, c'était seul. Euh, Moi, en fait, ça remonte à quand j'étais au primaire. En fait, c'était vraiment assez aléatoire, pour être honnête. Ils offraient ils nous avaient, un jour, je reviens chez moi, et en fait, à l'école, ils nous avaient dit, ils nous avaient informé pour les activités parascolaires. Donc, ils proposaient plusieurs sports et tout ça. Moi, j'en ai parlé à mon père. Et moi, je m'attendais pas honnêtement à ce qu'ils disent, oh, tu vas faire un tel sport, tel sport. Et là, en fait, finalement, il a vu la liste des sports. Il a dit, oh, on va te mettre au judo pour voir ce que ça te donne. Moi, tous mes amis, ils allaient faire du soccer et tout ça. Moi, j'ai été dans le judo. Et ouais, c'est ça. En fait, parce que mon père, c'est un grand amateur d'arts martiaux. Vraiment, il est fan de tous les films Bruce Lee, Jackie Chan et tout ça. Mon père lui-même a fait des arts martiaux. Il a fait du aïkido. Et j'ai aussi mon oncle qui fait du judo, qui est Tsarem Dan. Donc on va dire qu'au niveau on baigne un peu déjà dans la famille, dans les arts martiaux et tout ça. Donc ouais, et depuis ce jour-là, j'ai commencé, j'ai continué. Après ça, je suis passé de l'école à mon club aujourd'hui, club du judo Shidokan. Et c'est ça, depuis j'y suis toujours. D'accord, donc là on voit que c'était un peu en même temps entre l'aléatoire de la vie, entre le père, entre la famille, mais aussi ce qu'on aimerait savoir, est-ce que tu as ressenti un parallèle ou une différence au niveau, j'imagine que au début, quand tu as à peine commencé le judo, tu t'es pas dit oui, je vais faire des compétitions, je vais gagner des championnats. T'es pas parti dès le départ avec une conviction d'arriver très loin. Mais une fois que tu as commencé à connaître le début des compétitions, le début des trophées, des médailles d'or, tu connais le podium au niveau national et international,
qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu as ressenti un changement difficile? Un changement difficile. Non, pas vraiment. En fait, je baignais donc dans ça depuis que je suis tout jeune. Là, en grandissant, c'est sûr que je me disais pas, j'ai envie d'aller peut-être. En fait, je regardais à la télé les Jeux Olympiques en 2016, et c'est là où j'ai commencé un petit peu à voir à quoi ça ressemble le judo et tout ça. Donc après, quand je me suis lancé, moi dans ma tête, je me disais dès le début, je veux être champion du monde, champion olympique, mais je sais que ça se faisait étape par étape. Mais j'avais plus un grand rêve que après ça mes objectifs, disons, entre l'atteinte de ce rêve et le début, c'est ça, j'y pensais pas vraiment au début. Mais après ça, j'ai commencé des petites compétitions régionales, provinciales. Et après ça, quand on goûte au podium, quand on goûte aux médailles d'or et tout ça, on a juste envie de continuer. Donc à un moment donné, tu veux dire que ça se fait tout seul. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, dans mes premières compés, en fait, moi, ce que j'aimais, c'était vraiment la médaille. J'aimais bien le design de la médaille. Du coup, je me dis, j'ai envie d'en collectionner. C'est un truc que tous les jeunes connaissent. Une fois que tu touches à la médaille, tu te dis, je veux une envie collection. d'avoir un mur rempli de médailles. Non, ça c'était quelque chose de jeunesse. Et forcément, donc, ce qu'on aimerait savoir, c'était quoi ton premier combat? Donc, le premier combat officiel que tu as en tête, que tu as gardé en tête, c'est le premier combat, il s'est passé quoi? Premier combat à l'entraînement ou en compétition? Non, en compétition. En compétition, premier, j'ai un peu oublié, mais je crois que j'étais ceinture jaune, ça c'est sûr, parce que je commençais les compétitions, on commence ici les compétitions en ceinture jaune. Okay. Donc ouais, je crois que ça c'est, je me rappelle plus, je crois que ça avait fini rapidement. Je crois que j'avais juste mis mes mains et j'avais fait une technique et ça a marché, genre je crois que ça avait pris 5 secondes, mais ça c'est quand on est petit bien sûr. Les combats comme ça quand on est jeune. En général, pause, tac, ça se finit dans les premières séquences. Donc j'imagine, bon ça c'était ton premier combat, j'imagine avec le temps, tu as forcément un petit peu quand même d'expérience cumulée à force de faire des championnats. Tu auras sûrement un combat en tête que tu gardes, que ce soit ton combat préféré, un où tu as eu une grave blessure, où tu as eu une défaite difficile à vivre. Donc c'est quoi le combat que tu as en tête maintenant et que tu garderas en tête pour toujours, jusqu'à l'heure actuelle bien sûr? Ok, alors donc le combat qui m'a marqué, c'était en novembre passé, dans l'Omnium du Québec Senior. Donc je disais qu'en fait, c'est les 2 dernières années j'avais participé. La première fois j'avais fait 7e, deuxième fois 3e, donc sur le podium. Et là, je me suis retrouvé en finale du coup. Et en fait, c'était vraiment important. C'était vraiment important pour moi. En fait, il y avait plusieurs aussi enjeux en termes de points, de classement à ce moment-là. C'est ça, plusieurs raisons de classement et tout ça. Et de sélection. Donc, c'était assez important pour moi ce combat-là. Et j'étais en finale contre un de mes rivales, mais du coup, qui est de mon club aussi. Donc, on se bat ensemble depuis qu'on est jeune et un peu plus vieux que moi. Et c'est contre lui que j'avais perdu l'année d'avant pour faire 3e. Et c'est ça, donc là je me retrouvais en finale contre lui. Je me retrouve assez fréquemment en finale ou bien dans les combats avec lui. Mais c'est ça, donc là c'était important. Et vu que la dernière fois il m'avait battu, vraiment j'étais vraiment déterminé et je me disais ok, aujourd'hui c'est le jour où il faut vraiment que j'avais enchaîné genre 5 combats avant. Là, je me suis dit, ok, tout ce chemin pour arriver en finale, là, je dois pas laisser ma chance. Donc, c'était plus important pour moi à l'heure actuelle. D'accord. Donc, on aimerait aussi savoir un peu plus au niveau, pour rentrer un peu dans le détail du sport. On n'est pas forcément des grands connaisseurs. Ça se passe comment quand tu apprends au niveau des prises, points, au niveau des couleurs de ceinture? Alors déjà, je crois que ça commence par la couleur blanche. Oui.
et ça finit à la couleur noire, mais au milieu, je ne sais pas c'est quoi les couleurs. Donc, enfin, je crois que la plupart des gens, c'est le cas, c'est le même cas pour eux. Donc, si tu peux nous dire comment ça se passe à ce niveau-là, généralement, globalement, c'est comment? Donc pour les ceintures en fait. Donc c'est ça, comme tu as dit, on commence à blanche. C'est la même chose dans tous les sports de combat. Donc on commence à blanche. Ensuite on a donc jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. C'est ça. Entre les ceintures, il y a des ceintures qui sont on va dire moitié l'une moitié l'autre, comme des blancs, comme blanche, jaune, vert, bleu, orange, vert. Mais est-ce qu'il y a Comme ça. des ceintures qui sont plus difficiles à atteindre ou bien c'est un peu le même On va dire que jusqu'à la. Après, ça dépend de plusieurs clubs. Il y a des clubs ça dépend comment ils la font passer. Moi, par exemple, je sais que dans mon club, en fait, ce qu'on faisait, je sais pas s'ils le font encore, mais ce qu'on faisait, c'est que c'était selon tes résultats de compétition. Donc, en fait, selon tes résultats et tout, à chaque fois, il y avait une période dans l'année, vers la fin de l'année ou bien la fin de l'année, le début de l'année, où en fait, il y avait passage de grade, donc il y avait une liste qui sortait, et c'est ça, selon nos résultats en compétition, on montait du coup d'un grade, d'un demi-grade ou d'un grade comme ça. Donc ça c'est un peu pareil jusqu'à marron. Et après ça on est obligé de passer un examen pour la ceinture noire. On a soit la voie compétitive ou la voie technique. Pour la voie technique, on doit passer donc un examen avec toutes les techniques officielles du judo, donc qu'on appelle le Gokyo. C'est ce qui regroupe toutes les techniques du judo, plus passer un kata. Donc c'est comme une démonstration de technique. Donc en cas d'attaque par exemple, c'est à ça que ça sert le kata. Par exemple, si quelqu'un t'attaque avec un couteau, c'est une démonstration pour arrêter le projeter. Ça ressemble au taekwondo, ils ont un concept similaire, les pumse. C'est ça. Donc après ça, une fois qu'on est au stade ceinture noire, là c'est la première dan. Donc là il y a tout un système de dan encore, donc il y a deuxième dan et tout ça. Le plus haut qu'on peut atteindre c'est 10e dan, même si c'est assez rare, il y a peu de personnes dans le monde qui l'ont. Mais c'est ça. Donc jusqu'à 5e dan, la couleur reste noire. 6e, 7e et 8e, elle devient rouge et blanche. Donc rouge avec des grosses barrettes blanches. Et après ça, 9e et 10e, en théorie, du coup, ça serait une ceinture rouge. Ok, je vois, il y a quand même beaucoup Après, il y a un processus qui est très élargi, mais voilà, en gros, c'est étape par étape. Étape par étape. Et après, les étapes, disons, à chaque fois, elles deviennent plus dures, surtout quand on a dépassé ceinture noire. Ceinture noire, après ça, pour chaque dan, il y a un examen. Ouais. C'est ça. Oh, je viens de penser, j'ai pas expliqué, je disais, il y a deux voies. La voie technique, donc on présente tout ça. La voie compétitive, c'est avec nos points de compétition. Quand on a amassé à ce point. Ok, donc excuse-moi de t'interrompre. Toi, tu as choisi la voie compétitive. Oui. Ok. J'ai pris la voie compétitive. C'était juste plus pratique, disons. En fait, c'est avec les résultats de compétition, selon les points qu'on marque en combat, ils se cumulent. Et à la fin, je crois que c'est peut-être 110 points ou 120 points qu'il faut avoir minimum. Après ça, on applique et en fait, c'est le passage de grade, il se passe sur la forme d'un week-end, donc de 2 jours, de très longues journées, où c'est comme plutôt un camp d'entraînement où il nous montre justement, il nous présente les katas, comme j'ai expliqué, donc toutes ces démonstrations. Et à la fin du camp, on doit juste démontrer le premier kata. Quand on a acquis donc un bon niveau de compétences qu'on a bien retenu, mais on n'a pas à représenter tout depuis le début, toutes les techniques et tout ça. C'est ça. Donc, si je devais te demander, est-ce que parce que tu m'as parlé de voie compétitive et de voie technique, si je devais donc te demander s'il y avait
réelle différence entre la voie technique et la voie compétitive au niveau du niveau. C'est-à-dire dans le sens où est-ce que je suis pas connaisseur comme je t'ai déjà dit, mais si je dois me concentrer sur ça, sur ce que tu viens de dire, supposant qu'il y a deux personnes qui ont des ceintures noires, un qui a choisi la voie technique et l'autre la voie compétitive, et qu'ils font un combat, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui aura plus de points forts, qui aura plus de chances de gagner le combat, ou bien ça n'a vraiment rien à voir? Non, je crois que sur ce niveau-là, ça n'a rien à voir. Ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui sont très, très performants et tout en compétition et qui choisissent quand même la voie technique. Et il y en a d'autres, c'est juste faire la voie compétition qui ont un peu plus la flemme. Donc c'est plus une question de ce que tu veux toi, mais Ouais. ça change pas à la fin Non, ça change grand chose. pas. Et donc on se demande forcément, vu que à l'heure actuelle tu es encore étudiant, Oui. et qu'en même temps tu dois gérer cette vie de compétition, de blessures, bon bien sûr où tu vas connaître des hauts et des bas. Mais comment tu arrives à créer cette alternance entre tes études et la compétition? C'est comment que tu arrives à gérer ça en gardant un certain équilibre entre les deux? Je trouve, en fait, depuis mon secondaire, j'ai intégré le programme sport-études. Donc depuis mon secondaire, depuis Sec 2 jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans le programme sport-études au Cégep affilié à l'Alliance sport-études. Et en fait, ce qui fait que justement depuis le début, disons, des plus grosses compétitions nationales et tout ça, je me suis déjà, disons, habitué à ce niveau, disons, d'organisation. Je trouve la clé, c'est surtout l'organisation avec ça. Donc, en soi, j'étais avec des profs qui étaient, vu que c'était des profs en sport-études, ils étaient, disons, compréhensifs et ils avaient déjà eu plein d'étudiants athlètes, donc ils étaient habitués sur ce moment-là et sur ce point-là. Et c'est ça, en fait, c'était juste question d'être organisé et c'est surtout ça que ça nous a appris tout au long du secondaire pour justement, après, arriver au cégep et garder ce niveau d'organisation et aussi communiquer avec les profs, c'est important pour ce qui est des évaluations et tout ça. Maintenant, je fais ça à chaque session. Chaque session, à chaque fois que je sais qu'il y aura des compétitions durant la session, que ce soit internationale, nationale, où je sais que je vais manquer des cours. Des fois, on est amené à voyager 1 semaine, 2 semaines, voilà, pour des tournées. Et c'est ça. Donc à chaque fois, chaque début de session, j'écris à chacun de mes profs. Je leur dis, je me présente déjà et je leur dis que je suis étudiant athlète dans leur cours et que je serai amené potentiellement à manquer plusieurs cours et plusieurs évaluations. Donc je leur propose directement dès le début de la session à les rencontrer dans leur bureau. Je viens les voir et je vois un peu le plan de cours avec eux et je leur dis ok, cette semaine-là je risque d'être absent, je risque de manquer telle évaluation et tout ça. Et dès le début on arrive à planifier justement les reprises et tout à mon retour. Et c'est ça, donc c'est surtout question d'organisation, l'important. Donc, comme tu as dit, c'est surtout une question d'organisation. Mais forcément, on se demande et on se pose surtout la question, est-ce que ça demande un entraînement spécifique, c'est-à-dire dans le sens où physiquement, il faut vraiment tenir le coup et psychiquement des fois aussi. Et donc, c'est quoi ta journée type ou dans ta journée où tu auras un entraînement? Une journée type? Ouais, une journée type. On va dire, dans la semaine, il y a des journées où j'ai 2 entraînements, donc le matin, musculation, et le soir, entraînement de judo. 3 fois par semaine, donc les lundis, mercredis, vendredis en général. Donc on va dire une de ces journées comme ça, on va dire, je me réveille, je déjeune, transport en commun, musculation, je m'entraîne à l'INS qui est juste à côté. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris Maisonneuve d'ailleurs. C'est juste à côté de mon lieu d'entraînement, au centre national. Et c'est ça, donc musculation, ensuite je viens au cours, je fais ma journée. J'essaie de finir à chaque fois à 16h.
on a des grilles de contraintes à remplir à chaque début de session, justement pour dire nos horaires d'entraînement et c'est quand que on doit se libérer dans la journée, préférablement. Donc j'essaie de finir ma journée à 16 h au maximum. Départ pour l'entraînement, qui serait à 5 h 30 en temps normal. Et c'est ça, entraînement, et après ça, je rentre chez moi. D'accord, donc forcément, bon, quand tu as un train de vie ou un quotidien où l'entraînement prend beaucoup de place dans ton quotidien, donc tu dois sûrement avoir connu pendant une période de ta vie X ou Y où tu as connu des blessures, où tu as connu des fatigues musculaires, comme n'importe quel athlète. Forcément, est-ce que ça affecte des fois ta vie, ton quotidien? Est-ce que des fois tu te sens mal par rapport à ça? Mais la question principale, c'est est-ce que un jour ou une semaine de ta vie, pendant une période, après avoir eu une blessure ou des moments qui se sont mal passés, tu t'es dit bon, je vais arrêter tout ça là, j'en peux plus, je suis fatigué, je vais laisser tomber. C'est sûr que ça fait partie du quotidien, les hauts et les bas, pas seulement dans le judo. Et ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de blessures qui peuvent subvenir, qui peuvent arriver. Donc, ouais, à ce moment-là, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Mais je dirais que ça m'est jamais vraiment arrivé de me dire ok, je laisse tomber, d'y penser sérieusement et je me dis ok, j'en ai marre de ça, c'est bon, je laisse tomber. Peut-être que il y a des moments où je me dis on va laisser un peu, je vais me reposer un peu, mais sinon au final je reste quand même présent à l'entraînement, je reste quand même droit dans ce que je fais, je connais mes objectifs et je les garde en tête en tout temps et ça, j'arrive à rester motivé par rapport à ça. Donc forcément, pour nous, on va dire le grand public qui connaissent le judo que de loin, quand on entend judo, on entend Teddy Riner, tu vois, forcément. On se demande si t'avais pas une idole ou est-ce que tu étais fan de Teddy Riner ou de quelqu'un d'autre, est-ce que tu avais des préférences, d'où tu as amené une certaine motivation? Ouais, Teddy Riner, en fait, j'ai découvert un petit peu le judo compétitif, l'aspect compétition avec Teddy Riner. Je regardais ses combats et tout ça. C'est lui que je regardais aux Jeux Olympiques de 2016. Donc c'est ça, c'est là où il était déjà connu en général, mais bon, je disais, il fait du judo, ok, c'est bon. Parce que quand j'étais plus petit, mais après ça, je me suis plus intéressé aussi à sa carrière et tout ça. C'est un de mes premiers, disons, c'est un de mes premiers modèles et vraiment c'est clairement une légende, c'est une légende vivante. Donc avec tous ses titres et tout ça. Donc ouais, c'est sûr que ouais, c'était un de mes premiers modèles. Maintenant aujourd'hui ça reste une de mes aspirations, mais maintenant bon, même s'il se fait vieux, dans les prochaines années, je pense qu'il prendra sa retraite. Donc maintenant moi, je dirais ce qui me motive vraiment, ce qui m'inspire, ce serait des athlètes qui atteignent des choses, mais disons de jeunes, ceux qui arrivent à obtenir des titres et tout ça, un peu comme le faisait Teddy, mais justement chez d'autres comme des judokas japonais, géorgiens, quand on voit des champions du monde à 19 ans, 20 ans et tout ça, ce qui est jeune quand même, c'est encore dans les années juniors. Et eux qui sont champions du monde senior, on se dit ok, ouais, c'est impressionnant, et vraiment me dire que je suis pas si loin d'eux en termes d'âge, ça me motive à encore pousser et tout ça. C'est vraiment mes inspirations. Je dirais qu'en ce moment, mon modèle, mon judoka que je préfère, c'est un judoka japonais, Abe Ifumi. C'est ça, c'est lui et sa sœur, ils sont ces deux frères qui ont marqué l'histoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'était la première fois que dans le même sport, la même journée, deux frères et sœurs gagnent la médaille d'or.
aux Jeux Olympiques. Donc ça, vraiment, on entend parler de cette histoire et tout ça. Et vraiment, c'est inspirant. Ça nous pousse maintenant. T'as parlé de Jeux Olympiques, là, il y a Jeux Olympiques de Paris qui arrivent dans pas longtemps. Donc, ma question, c'est est-ce que tu suis un peu les Jeux Olympiques encore à l'heure actuelle ou bien, ben, on sait que les Jeux Olympiques, ça restera les Jeux Olympiques, mais ils ont perdu un peu cette époque où on regardait ça, où on était encore fan. Ou bien sûr, euh, est-ce que maintenant tu suis encore les Jeux Olympiques, tout ça, est-ce que ou bien tu es vraiment concentré juste sur un aspect plus personnel et voilà quoi. Non, non, je suis les jeux, forcément. Je regarde à peu près. J'aime voir à peu près tous les sports, comme la course, l'athlétisme, la natation. Ça, c'est des sports que je regarde tout le temps, même quand il y a des championnats du monde et tout. Surtout aux Jeux Olympiques, du coup, c'est important. Le judo, bien sûr, je regarde mes coéquipiers, l'équipe canadienne. Et c'est ça, et aussi mes judokas préférés, bien sûr. Donc ouais, non, c'est quelque chose que je suis aussi, là. Les Jeux de Paris, j'ai hâte de regarder ça. On se retrouve donc maintenant avec Cyrine, ma collègue, et donc dans le but d'une discussion plus ouverte pour pouvoir en connaître encore plus d'une manière très sympathique, cool. On est dans un podcast, c'est pas une interview, donc pour en savoir encore plus dans le détail. Donc Cyrine, c'est une question à poser d'abord. J'ai déjà une question, première question. T'as fait combien de pays jusqu'à présent pour ces compétitions et lesquels? Alors, combien de pays j'ai visité? Alors il y a Canada, États-Unis, Brésil, Espagne, Italie, Croatie, Allemagne. Est-ce qu'il y en a un autre? Bosnie, Bosnie. Monténégro, non? Non, tu Monténégro, t'as c'est ça. commencé Ça, c'est prochain? finalement. Non, Bosnie, il vient de le faire. C'est c'est le ça, c'est dernier où pas- il s'est blessé. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Ouais. Ok. Ça l'en a à 8 et du coup Maroc aussi, je suis allé. Et Ah, ça s'est passé comment au Maroc d'ailleurs? vacances. J'y suis allé pour des vacances. Donc je dis parce qu'elle a posé la question en général. Oui, mais bah, ça s'est passé comment? En fait, c'est parce que Pour des vacances, c'était dans mon enfance. Il y a c'est- longtemps. Ah, donc. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ouais. Donc, t'as fini les pays ou bien? T'as fini. Je crois. Non, mais parce que. Donc, en gros, t'as fait jusque-là. Bon, t'as fait tous les continents sauf un, qui est l'océan. Donc, t'as pas encore fait l'Australie ni la Nouvelle-Zélande. Ouais. L'Asie aussi. Ah, l'Asie aussi, c'est vrai que l'Asie aussi, t'avais pas dit. D'ailleurs, c'est vrai que bon, je crois que niveau Nouvelle-Zélande et Australie, je crois pas qu'il y ait grand chose à faire au niveau du judo là-bas. Je crois pas que ce soit le pays en tout cas. Moi, là-bas, je connais juste les. Ils ont quand même l'Australie, ils ont quand même une bonne équipe de judo, ouais, ça va. On les voit, ils sont souvent là aussi dans des coupes et tout. Et pour- européennes. Pour revenir sur les pays, lesquels étaient pour tes compétitions? Tout sauf Maroc. J'ai Ok. pas fait Et c'est compétition lequel ton préféré? Maroc. Mon préféré, je crois, Brésil. Brésil? Ouais, T'es resté combien de temps? Brésil 2 semaines. C'était quelle période? C'était l'été, mais sauf que vu qu'eux ils sont dans l'hémisphère sud, Ouais. quand nous on y va en été, chez eux c'est l'hiver. Ouais, Mais il c'est faisait ça. bon, ça change pas qu'il faisait Ouais, qu'il faisait c'est- chaud et ouais. tout. Avec la piscine, tout ça, on a bien profité. Quand on entraîne une compétition, en fait 2 compétitions, une par équipe, une individuelle. Et c'est ça. Après ça, quand entraînement, on a bien. Vous avez eu un camp d'entraînement là-bas, c'est ça? C'est ça. La ville, c'était à Belo Horizonte pour la compétition individuelle. Et après ça, on est allé à Sao Paulo. S'entraîner. Est-ce que quand vous 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 entraînez avec les gens des pays là? Oui, Des oui. pays? Oui. Ok. On a notre équipe et c'est ça en bas. C'est le but justement, on va chez eux. On s'entraîne dans leur centre et tout ça. On s'entraîne. Et il y en a qui viennent dans votre club ici au Canada? Il y en a moins, mais oui. Souvent, quand on a en fait, ça c'est plus quand on organise des camps d'entraînement. Souvent, il y a souvent des invités qui viennent. Par exemple, l'équipe des États-Unis. Mhm. Après, les États-Unis, c'est un peu plus différent, disons, l'organisation. Ils ont plus, au niveau des fédérations, ça dépend aussi des clubs. Mais on a des clubs, ceux qui sont proches, à Boston, par exemple. Ils viennent souvent dans les camps Donc, toi, d'entraînement. tu représentes le Canada en compétition officielle. Ouais. Et donc forcément, tu as vu beaucoup d'autres combattants qui vont représenter d'autres pays.
C'est les combattants de quel pays, des combattants que tu as affrontés, qui t'ont le plus choqué? Positivement, bien sûr. Dans le sens qui de leur niveau. Ouais, là. Euh, je dirais, en fait, on va dire que les Japonais ont quand même une réputation, peut-être parce que bon, le judo ça vient de là-bas. Les Japonais ont une réputation comme quoi leur pays c'est le meilleur au judo. Mais c'est ça, je me suis jamais battu contre Japonais. Mais c'est ça, en général, il y a les Japonais, les Géorgiens. Après, c'est des styles différents. Chaque pays a, disons, leur style. Sinon, les Japonais, les Géorgiens, la France aussi sont bons, très bons. Et bon, c'est ça. Mais je crois que en Amérique, les Brésiliens ont un bon niveau. Les Brésiliens et les Canadiens, je parle au niveau des championnats du monde et tout ça, même olympiques, on se démarque très bien. On se démarque bien. Vas-y. Pour les camps d'entraînement, j'aimerais savoir comment ça se passe. C'est comment ça se déroule en fait? Les camps d'entraînement? Ouais. En général, donc ça dépend, il y a des camps d'entraînement d'une semaine, 2 semaines. Maintenant, en général, une journée de camp d'entraînement, c'est le matin, entraînement. Entre les deux, il y a une pause. Et c'est ça le soir aussi. Mais c'est 2 entraînements par ok, jour. c'est 2 entraînements par jour. Ouais. Ok. C'est-à-dire que tu peux aller à l'école normale et tu reviens, c'est un camp parce que dans ma tête, quand un camp ça se passe d'entraînement. ici, oui. Ok. Et quand c'est ailleurs, tu restes toute la journée là-bas? Bah, ailleurs, je dirais dans d'autres pays, je peux Ouais, pas aller ça. à l'école. Ouais, je sais, mais genre ta journée, tu fais une journée normale et tu vas Ouais, à l'entraînement. C'est ça que je voulais dire. Ouais, exact. C'est ça. J'ai l'entraînement. Après, souvent, c'est dans un autre pays, on va visiter et tout ça. Au Brésil, on avait l'entraînement. D'ailleurs, le club au Brésil, c'était dans un gros centre sportif avec piscine et tout ça. C'était en même temps un peu touristique. Donc, on allait le matin, entraînement, à midi, piscine, manger. Après ça, entraînement le soir et après ça, la nuit. J'avais une question. Ben, en tant que fan de boxe anglaise, cette question, je sais pas, elle me dérange, je voulais vraiment te la poser. C'est, bon, bien sûr, au niveau de ta catégorie de poids, donc les 66 kilos. Si par exemple, bon, je sais que tu as été médaille d'or dans plusieurs compétitions. Si on te ramène par exemple un champion, mais de boxe anglaise qui est dans la même catégorie de poids que toi, est-ce que tu crois avoir l'avantage ou lui qui a l'avantage, ou bien ça dépend de... Est-ce que tu vois ça comment? Je vois ça, je dirais que c'est différent. C'est différent aussi, que ce soit le style de combat, la mentalité en général de la boxe et du judo. Donc ça existe, on peut retrouver ça hein, sur YouTube, des combats boxe versus judo. Et c'est ça, ça va dépendre des aspects. Je crois que debout, la boxe avec les jabs, les strikes et tout ça, ils ont peut-être l'avantage debout pour les. Mais tu peux le mettre à terre. Ouais, c'est En ça. fait, tu dois juste le mettre à terre en premier. Exact. Qui met un coup. C'est ça. Moi, j'aurais peut-être l'avantage au niveau du grappling, donc de la lutte. Donc si je l'amène au sol, c'est là où je serai plus avantagé. Donc ça va dépendre en fait de comment le combat tourne. Donc tu veux éviter le striking et partir directement. Ouais. Mais on peut voir ça au MMA. Il y a souvent il y en a qui sont spécialisés jiu-jitsu et lutte, et d'autres qui sont plus dans le striking et tout. Ils essaient juste comme tous les Tchétchènes. T'as parlé de MMA, ouais. On va parler un petit peu de MMA aussi si ça t'intéresse. Déjà, est-ce que tu suis un petit peu le MMA? Un petit peu, je me suis mis récemment un petit peu. Ouais. Bon, je crois que la plupart des gens qui ont suivi les derniers combats, c'était bon, en boxe anglaise, il y a eu Ngannou et Anthony Joshua. Ouais. Au niveau du PFL, en MMA, il y a eu Baïsangour Shamsudinov, donc Baki, contre Cédric Doumbé. Je crois que c'est un peu plus grâce aux réseaux sociaux qu'on connaît Doumbé. T'as regardé les matchs? Ouais, j'ai vu. Au niveau du trash talk, c'est quelqu'un qui connaît le trash talk, qui sait comment parler, comment gérer ses médias. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le MMA t'intéresse, et qu'est-ce que tu en penses aussi de Baki, même si je pense pas que tu l'aies suivi pendant longtemps, parce que
Ça fait longtemps qu'il ne fait plus de judo. Mais si tu as vu récemment son dernier combat contre Doumbé ou un de ses autres combats, qu'est-ce que tu en penses? En gros, qu'est-ce que tu en penses du MMA en général? Par rapport au MMA, c'est ça, je dirais que c'est différent. C'est différent, donc c'est ça. Il y a plusieurs types de combattants et tout ça, donc ça, ça va dépendre. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je sais qu'il y a beaucoup de judokas qui se sont reconvertis vers le MMA. Il y a l'athlète des États-Unis, Ronda Rousey. Il y a aussi Georges Saint-Pierre, bien sûr, qui faisait du judo. Et c'est ça. Je dirais que ça arrive souvent que ceux qui font du MMA, les combattants MMA, aient commencé dans le judo parce que ça instaure des bonnes bases pour ce qui est du grappling et tout ça, de la lutte, le sol. Donc c'est ça. Moi personnellement, ça m'intéresse pas pour l'instant, mais qui sait un jour, je sais pas. T'as parlé de Georges Saint-Pierre. Ouais. Donc, bien évidemment, une des légendes de l'histoire du MMA, de l'UFC. Georges Saint-Pierre, comme on a dit, c'est une légende qui représente le Québec et le Canada à travers ses combats historiques, à travers les chutes et ses reprises. Est-ce que où on en est au niveau du judo, au niveau québécois et au niveau canadien, est-ce que on connaît déjà une légende ou on espère que ça sera toi le prochain ou ça se passe comment là actuellement? Ah, bien sûr. On espère que ce soit moi le prochain. Ça c'est évidemment. J'espère. Au niveau du passé aussi. Oui. Non, du passé, on a quand même un bon niveau en général, le Canada à l'international. Aux Jeux Olympiques, notre meilleur résultat c'est Nicolas Gill aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Sinon, on a aussi des médaillés, plusieurs médaillés aussi, Doug Rogers et tout ça avant. Récemment, en 2012, Antoine Valor-Fortier qui a fait médaille de bronze. C'est ça, dominant aussi sur la scène internationale et tout, plusieurs fois médaillé, championnat du monde et tout. Et c'est pour ce qui est des hommes en tout cas, c'est ça. En ce moment, on a une plutôt bonne équipe qui s'en va à Paris 2024. C'est une de nos plus fortes équipes, je crois, qu'on a pour l'instant et qu'on a eu en fait. Et au niveau féminin, on est quand même plus fort. On est plus fort au niveau féminin depuis les dernières années. On a la chance dans la catégorie moins 57 kilos d'avoir les deux meilleurs athlètes au niveau mondial. Donc on a les deux, c'est les plus grandes rivales entre elles, justement à l'international. Elles, japonais, Brésil, Géorgie, elles, ça les dérange pas. C'est juste entre elles, leur plus grosse rivalité, c'est Krista Deguchi et Jessica Flimkate. Les deux, elles ont été championnes du monde et une année, l'autre l'année d'après et tout ça. D'ailleurs, c'est ce qui a fait en sorte en 2021 que ce soit Jessica Flimkate qui soit allée aux Jeux Olympiques parce que ils avaient décidé, c'était tellement serré qu'en fait ils ont décidé ok, le meilleur résultat au championnat du monde va aller aux Jeux Olympiques, donc c'est Jessica, elle a gagné, donc elle a fait championne du monde et c'est elle qui est allée, elle a fait 3e ensuite à Tokyo, mais c'est ça. Et en ce moment c'est encore serré, leur course elle continue maintenant pour Paris. Ils ont pas autant de points d'écart et tout ça, donc chaque compétition devient importante. Un moment c'est une qui gagne, une autre fois l'autre gagne, mais les deux sont tout le temps médaillés. À chaque fois c'est les plus dominants qu'on a. En 63 kilos, on a aussi Catherine Beauchemin-Pinard qui est classée première au classement mondial. Et c'est ça, elle aussi très très constante et tout ça, plusieurs médailles, championnat du monde, 3e aussi aux Jeux Olympiques. Et c'est ça, au niveau féminin, on est bien même, on a une bonne équipe. Je crois qu'en général pour Paris, on s'en vient avec une très bonne équipe aussi dans les autres catégories pour les poids lourds en 100 kilos. Shadi El Naras en 73, Arthur Marjolidon. On espère en tout cas, on leur souhaite le meilleur pour ces JO et donc voilà,
on a parlé des JO, on a parlé de comment ça se passait au niveau national, international, mais il y a sûrement une question que tout être humain se pose, c'est l'argent. Alors donc maintenant, on va forcément se poser les bonnes questions, bien sûr, dans le respect. Donc est-ce que aujourd'hui, gagner, sa vie grâce au judo, c'est facile ou pas? Oh, non. C'est C'est clairement non. j'imagine pas. Clairement non, c'est pas ça rapporte pas beaucoup. Après la fédération quand on est sur l'équipe nationale A, l'équipe senior A, elle nous finance entièrement, mais pour ce qui est des tournois et tout ça, mais après pour gagner sa vie avec le judo, c'est plus dur. Je dirais que par Grand Prix, Grand Slam gagné, donc pour les grands chelems, les grands prix, c'est je crois 3000 $ US si on gagne. Après, c'est dit comme ça, c'est vrai que c'est une grosse somme, mais après il faut gagner justement pour l'avoir. Donc c'est à chaque fois il y en a plusieurs grands prix et forcément ils y vont pas à tous les grands prix et tout ça. Toi personnellement, tu vois pas ta vie, tu ne te vois pas gagner ta vie avec le judo? Non, clairement pas. Non. À côté. Ouais, il y a le judo, mais il faut pas oublier la carrière professionnelle aussi, qui est importante parce que le judo tout seul, ça sera pas suffisant, clairement. Mais après, les sommes, bien sûr, elles diffèrent selon les tournois, comme au championnat du monde, par exemple. Et tout ça, ils gagnent aussi des primes, des bourses, il y a plein d'états comme ça. Mais on devient pas. Après, il y a les sponsors aussi qui peuvent aider, les sponsors, mais on devient pas millionnaire grâce au judo, sauf peut-être Teddy Riner qui est une exception au niveau en France. Mais donc aussi forcément gagner sa vie grâce au judo, c'est pas simple. Mais c'est quoi ton plan à côté du coup? Si tu peux pas gagner. Des questions, oui. Pour la carrière professionnelle. Ouais, moi j'aimerais je suis en sciences de la nature, en profil santé. Moi j'aimerais bien étudier dans le domaine médical, donc peut-être éventuellement médecine ou bien médecine dentaire. C'est un domaine qui te passionne? Qui me passionne, qui m'intéresse. Et pour revenir sur tes objectifs, est-ce que quand tu auras atteint ton objectif ultime que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as en tête ce que tu aimerais faire après? Ou est-ce que tu sais pas ce que tu feras quand tu atteindras ton objectif? Continuer marquer l'histoire. Je crois surtout marquer l'histoire, juste continuer justement et voir où ça me mène, si je peux l'être même 2 fois, 3 fois champion du monde, champion olympique, ça. Après ça, je dis ça comme ça, je me projette, bien sûr, une étape à la fois. Mais c'est ça, ce serait ça mes objectifs, vraiment mes rêves. Tu ne vas jamais arrêter? Ouais. Pas un futur où tu t'arrêtes? Où je m'arrête quand je deviendrai vieux un peu. Ouais. Quand je vais voir que le corps me lâche, je vais faire ok, peut-être on va prendre du repos. Alors pour la vie alors? Pour l'instant, ouais. Pour la vie, et là je vais mettre le parallèle avec ma question, oui, pour la vie comme elle a dit, et pour les enfants aussi. Ma question c'est, si jamais un jour tu comptes avoir des enfants, est-ce que tu leur conseillerais de commencer le judo ou bien tu vois, Tu les imposes? Non, mais pas une question d'imposer ou pas, mais c'est surtout une question, est-ce que tu vas vraiment vouloir les conseiller, leur dire bon, commencez le judo, j'ai fait ça, ou bien tu préfères les laisser découvrir seuls Je vais peut-être sûrement les plonger déjà quand ils sont petits, les imposer, je sais pas, peut-être. Mais en vrai, j'aimerais bien les imposer parce que moi je pense juste que ça serait stylé d'avoir un autre, je sais pas, mini-moi plus tard, vraiment des années après et tout ça, ça serait stylé, j'aimerais bien. Mais je pense pas leur imposer le sport. Après, s'il y a d'autres sports qui veulent, ça c'est sûr. Mais je veux en tout cas qu'ils soient sportifs, qu'ils fassent un sport. Peut-être un qui rapporte plus que je. Non mais en sachant que maintenant, forcément, quand on fait un sport, qu'on le découvre, t'as vu les avantages et les inconvénients de ce sport depuis
depuis tantôt, on parle beaucoup des avantages du judo, mais j'aimerais savoir si toi, tu avais un ou deux inconvénients vraiment que tu aurais aimé enlever de ce sport, ça aurait été quoi? Inconvénient? Ouais. Ah, c'est dur de trouver des. Bah, en fait, c'est pas. Je considère pas ça comme des inconvénients. Il y a peut-être des côtés moins, disons. Avantageux. Ouais, c'est avantageux, sympa. Il y a du judo, mais sinon, bah, en fait, peut-être. Non, Il y a pas vraiment j'ai pas d'inconvénients. Moi, j'aime le judo. Comme il est. Ouais, j'aime le judo comme il est exactement, même si faut souffrir pour ça, faut même se blesser et tout. Pour moi, ça fait partie du sport et je vois pas ça comme des inconvénients. Au contraire, c'est des opportunités de ressortir plus fort. Ouais, ça vient avec, quoi. Exact. T'es prêt à te sacrifier pour le judo, c'est-à-dire pas dans Jusqu'à là, le sens littéral du terme, hein, mais dans le sens où t'es prêt à beaucoup donner pour on ressent depuis tantôt que t'as vraiment beaucoup un de amour dedication, pour ce ouais. sport. Mais si j'ai envie de dire, le judo, pour toi, c'est un peu comme ta femme. Tu l'emmènes, tout le temps avec toi. Ça fait partie de ton quotidien. Ça ne te lâche pas dans les bons, dans les hauts et les bas. Tu vois, bah oui, quelque part. Non, moi, je vois ça comme ça. Je vois ça comme ça. Ça fait partie de ton quotidien. C'était juste pour faire le parallèle, tu vois, mais dans le sens où surtout à un jeune âge où t'es là, t'as les études et toi tu dois quand même trimballer ça avec toi, tu vois. Non mais là je parlais pas de la femme, je parlais du judo, tu vois. Mais c'était dans ce sens-là, ça fait partie vraiment de... Oui, c'est une belle comparaison. ça fait partie Gisors ta comparaison. En tout cas, ça fait partie de... En fait, on sent que c'est en toi. Ouais. C'était un parallèle naturel pour moi parce que là, je sentais il avait beaucoup d'amour pour ce qu'il disait. Il avait trop d'amour pour ce qu'il disait. Donc forcément j'ai envie de te dire voilà, on a vu un petit peu les aspects du judo, tant physique, psychique, qu'est-ce que tu as fait, on a vu un petit peu ton palmarès, et bien sûr ce qu'on garde en tête c'est que tu en es fier et que tu es quelqu'un de persévérant. On te souhaite une bonne continuation déjà. Et aussi, donc c'est une question aussi que beaucoup je crois aimeraient savoir, si quelqu'un veut commencer le judo ou est en train de pratiquer le judo, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Je dirais déjà qu'il n'y a pas d'âge pour commencer le judo, n'importe qui. C'est ça que je trouve aussi qui est beau avec ce sport, c'est que n'importe qui, c'est pas un sport juste pour les garçons qui aiment se battre et tout ça, c'est tout aussi développé au niveau féminin et tout ça, ça inclut tout le monde vraiment. Et après ça, qu'est-ce que j'irais comme conseil? Ça peut paraître un peu cliché tout ça, mais vous verrez ça partout, mais c'est pas le nombre de fois qu'on tombe qui est important, mais c'est le nombre de fois dont on se relève, et justement à chaque fois qu'on se relève, apprendre nos erreurs, et vraiment c'est ça. Mais je leur dirais vraiment de pas lâcher, de pas lâcher, même si la route, c'est sûr qu'il y a des épreuves, il y a des hauts, des bas. Moi j'ai vu plein de gens lâcher qui pourtant je pensais qu'ils allaient jamais lâcher le judo, qui étaient vraiment à fond dédiés à ça. Donc on sait jamais d'où ça peut venir, mais moi je dirais vraiment lâchez pas et vraiment tout. Et t'as des astuces pour quelqu'un comme toi qui a un sport, par exemple le judo, et a des études à côté? Est-ce que tu as un conseil à lui donner pour s'organiser justement? C'est vraiment être organisé avec en fait ses tâches et tout ça, vraiment avoir un emploi du temps clair et net, communiquer avec ses profs également à l'école. C'est ça vraiment, mais mettre en Tu utilises un agenda par exemple un agenda virtuel par exemple. C'est ça, mais juste vraiment garder un œil sur
tous les événements en fait qui se passent, que ce soit les cours, les compétitions et tout. Vu que tes compétitions, des fois, tu sais pas exactement ça va être quand ou où, comment tu vas t'organiser, par exemple, avec les imprévus, par exemple, tu vas faire... On essaie de prévoir ça en général avant. Sinon écoute, je communique avec les profs et on essaie de s'accommoder du mieux qu'on peut. Donc, maintenant, on aimerait faire le petit instant promotion, tu vois. Bon, maintenant, on t'a connu un peu plus, ton parcours, etc. Est-ce que ton prochain combat est déjà prévu ou toujours pas? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais prendre le temps de guérir, de revenir à 100% au sport et c'est sûr que probablement en été, je ne sais pas. Vous aurez l'occasion de me revoir. J'espère. On te fera la promotion d'un de tes réseaux sociaux. C'est lequel le réseau social où tu es le plus actif? Instagram. Instagram. On va le mettre sur Instagram. Fad.fitan, ouais. Fad. Ça écrit juste là. Donc voilà, déjà, bon, je te remercie d'être venu. Non, mais On te remercie d'être venu. Ça nous a fait extrêmement plaisir d'en apprendre sur toi, Ouais, sur le judo. sur le judo. Donc on a vu que tu étais quelqu'un de motivé, persévérant, tu te donnes à fond, tu es quelqu'un de naturel et spontané. Ça nous a fait vraiment plaisir du fond du cœur. On espère te revoir très très bientôt et à la prochaine. Merci. Merci.